Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à rejoindre le Club Backseat pour 15 € par mois en cliquant sur le lien dans la description. Cette semaine a été marquée par l'adoption du budget 2025 avec l'utilisation du 49.3 par François Bayrou qui a échappé à une motion de censure déposée par les communistes, les insoumis et les écologistes. Ça s'est passé hier et le vote définitif a eu lieu au Sénat dans la foulée. Est-ce que selon vous, François Bayrou a passé le plus dur avec ce budget, avec l'adoption de ce budget par 49.3 ? De la semaine, tu veux dire? Non. Justement, de ma question. Est-ce que c'était l'échec de Michel Barnier qui a été conjuré avec cette adoption de budget, ou est-ce que en fait ce n'est qu'une micro-étape dans un chemin semé d'embûches qui se présente devant le Premier ministre ? En tout cas, c'est ce dont on nous parlait depuis cet été, au moment des élections, enfin avec le résultat des élections. Depuis le résultat, on disait attention, il y a le budget à la rentrée, il y a le budget à la rentrée, c'est ce qui va être décisif comme vote et sur lequel, en vrai, on est obligé de voter un budget. Donc, effectivement, moi, je pense que c'était le principal problème, ou en tout cas la deadline, entre guillemets, et que là, en fait, il aura qu'à composer sur les choix. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir comme projet de loi, mais ce sera beaucoup plus simple, entre guillemets, dans le sens où ils verront bien comment est l'Assemblée, sur quel sujet il y aura plus de consensus et donc plus de possibilités de voter. Ouais, pour moi, il s'en sort bien quand même là. Est-ce que vous pensez que François Bayrou peut durer dans le temps ? Tu vois, en tant que personne ou En tant que Premier ministre, dans une assemblée tripolarisée. Là, il a échappé à une motion de censure importante, parce que je rappelle quand même que le budget, c'est le texte le plus stratégique, le plus important, le plus fondateur pour une politique. Déjà, il n'est pas à l'abri d'une motion de censure hors 49.3. Parce qu'en réalité, les 49.3 sont quand même limités. Hors budget, effectivement. Il ne va pas pouvoir le sortir à chaque projet de loi qu'ils vont essayer de défendre à l'Assemblée, là, pour le coup. Donc ça va être... Et en plus de ça, les députés peuvent aussi déposer des motions de censure en dehors du 49.3. Alors j'ai entendu dire que les socialistes avaient l'intention de déposer une motion de censure. Oui, c'était un peu le deal. Genre, ils étaient là, ok, on adopte le budget parce que quand même c'est le sbeul et tout le monde est en train de gueuler, notamment les élus locaux, parce qu'il y a de l'instabilité et que ceci et que cela. Et du coup, ils ont dit, ok, mais on déposera une motion de censure derrière. Ils l'ont fait. Sur les valeurs. Oui, je crois sur les valeurs, notamment sur la submersion migratoire. Ouais, le truc. Oui, voilà. Oui, voilà, c'est ça, sur la submersion migratoire. Mais bon, après, c'est un peu absurde dans le sens où quand même tu votes un budget où il y a Retailleau. Enfin bref, c'est vraiment pour la forme, quoi. Mais je sais, mais ils l'ont pas fait finalement. Enfin, en tout cas, il y a rien. Alors, en tout cas, j'en ai pas entendu parler. Ça a été déposé Non, c'est la semaine prochaine normalement. Ah, c'est lundi. En tout cas, Olivier Faure, hier, quand il était interviewé, je crois que sur BFM, il disait qu'ils allaient déposer ça la semaine prochaine. Ils en parlaient pour lundi, ouais. Mais sur Bayrou durée dans le temps, en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que quand tu regardais les sondages qui pouvaient être faits, tu avais quand même une très large majorité de la population, autour de 2/3, qui ne voulaient pas que le gouvernement soit censuré. Et justement, et au contraire, tu as aussi à peu près les 2/3 de la population qui sont totalement opposés à la politique de François Bayrou. Et c'est là où c'est intéressant. Où tu as des partis qui se sont retrouvés dans une situation où ils étaient embêtés. C'était totalement, le RN ou le PS, c'est de se dire, globalement, on a déjà censuré la fois précédente. Nos électeurs nous demandent une certaine stabilité, mais en même temps, ils ne sont pas d'accord avec la politique de Bayrou. Donc là, c'était peut-être pas le bon moment pour le censurer, parce que globalement, tu retournes toujours dans le même cycle. Mais de pouvoir durer dans le temps, au-delà de l'été, en tout cas, ça semble quand même ultra compliqué. Parce qu'au bout d'un moment, pour le RN et à nouveau pour le PS, ça deviendra beaucoup plus stratégique de pouvoir le censurer et potentiellement de déclencher de nouvelles élections législatives. Alors je suis d'accord avec toi, surtout pour cet argument-là, qui est que l'été prochain, la différence avec aujourd'hui, c'est qu'on pourra à nouveau dissoudre l'Assemblée nationale. Les maîtres de l'horloge, c'est en grande partie le Rassemblement national, bien plus que le Parti socialiste. Je suis pas sûr que le Parti socialiste ait envie d'être la seule assurance-vie du gouvernement de François Bayrou. Non, bien sûr. Tant que le RN s'abstient de voter la censure, ça convient. Donc c'est effectivement probablement l'été prochain plutôt qu'on aura une censure qui sera adoptée si d'aventure la gauche et l'extrême droite estiment qu'ils ont un intérêt à avoir une élection rapidement. Ouais. Est-ce que ce sera le cas ? Parce qu'il y a aussi la question dans quel état elle est la gauche suite à cette motion de censure déposée donc par une partie du NFP et pas votée par les socialistes. Ça tend considérablement les relations entre les insoumis et les socialistes qui n'étaient déjà pas au beau fixe. Où est-ce qu'on en est ? Mais je pense que tu vois, sur les relations au sein de la gauche, c'est sûr que là, c'est pas bon pour le NFP ce qui s'est passé. Mais en même Alors temps, ça, c'est un tweet qui a été retiré par la France Insoumise après avoir été diffusé.
Mais néanmoins, il faut quand même se souvenir que le NFP, il est né en l'espace de 2 semaines, alors qu'ils avaient fait que de se taper dessus au moment des européennes. Donc, si tu avais une nouvelle dissolution qui apparaissait cet été, je pense que tu aurais quand même une énorme pression de la base, de la société civile pour que ces partis de gauche réussissent à s'unir. Et cette pression étant si forte, ils auraient quand même du mal à pas s'unir. Donc, Après, ouais, moi je pense qu'il y a peut-être aussi la volonté du PS de se distinguer dans une perspective, je pense, qui, à mon avis, joue les municipales aussi. Cette volonté de s'affranchir en quelque sorte de LFI, parce qu'on l'a bien vu d'ailleurs, il y a eu un test là, à Villeneuve-Saint-Georges. On voit bien que LFI n'arrive pas à remporter des élections vraiment locales et notamment municipales, sans alliance. Et en l'occurrence, le PS a encore une certaine assise au niveau territorial. Et je pense que là, ils essaient effectivement de se distinguer pour essayer peut-être d'être les, je sais pas, les têtes de liste, les figures de proue un peu d'une potentielle union ou de potentielles unions, effectivement de circonstances, parce que c'est ça en fait, c'est des unions de circonstances à chaque fois. Bien qu'il y ait quand même une base programmatique commune, ça faut le rappeler, il y a quand même une base programmatique commune. Donc, affaire à suivre, mais je pense qu'il y a une stratégie, à mon avis, qui est dessinée par le PS, de vouloir effectivement reprendre un peu la main dans la perspective des municipales, à mon sens. Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre d'opinion, d'électorat que le PS peut réussir à gagner en ne censurant pas un François Bayrou? Parce que les électeurs énervés d'LFI, ils ne cherchent pas à les séduire de toutes les manières. Au niveau national, au niveau local? Dans quelle perspective Perspective de prochaines élections législatives, j'en sais rien. Parce que là, techniquement, sauf censure, sauf dissolution, effectivement, les prochaines échéances électorales, c'est les municipales, c'est 2026. Oui, ça c'est vrai. Il y a effectivement les municipales. D'ailleurs, ce qui explique en partie le fait que les socialistes n'aient pas censuré le gouvernement à ce moment-là, c'est parce que le PS est quand même composé par énormément d'élus locaux qui ont tous fait remonter à Paris. Écoutez les gars, nous, l'instabilité politique à Paris, c'est un vrai problème dans les territoires. On a besoin d'un budget, on ne peut pas continuer à avoir des remaniements sur remaniements, etc. Donc le PS s'est retrouvé effectivement à prendre cette décision-là. Mais je repose ma question, est-ce que le PS peut véritablement réussir à gagner des points à gauche, au centre, auprès des macronistes? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Antoine? Mais je pense que déjà, le PS n'existe pas. C'est-à-dire que tu as vraiment deux... Et ça, j'avais fait une étude avant 2022, où tu voyais clairement que tu avais moitié du PS, moitié des sympathisants du PS qui étaient pour faire une alliance avec LFI, qui étaient pour l'union de la gauche, et tu avais moitié des sympathisants du PS qui étaient totalement opposés à ça. Donc c'est pas du tout monolithique avec une seule... Ils ne parlent pas du tout d'une seule voix. D'ailleurs, il y en a qui ont voté la censure. Et t'en as quelques-uns qui ont voté la censure. Et même au-delà de ça, je pense que globalement, ils étaient pas... T'as vraiment des courants différents au sein du PS. Et globalement, Olivier Faure a toujours été plutôt unioniste par rapport au sein du Parti socialiste, alors que t'as d'autres courants qui sont beaucoup moins unionistes et qui peuvent pas voir LFI en peinture, globalement. Ouais. Mais après, sur la stratégie de différenciation par rapport à LFI, ce que tu voyais, en tout cas au moment des européennes, c'est que Glucksmann, à l'époque, je sais qu'on en avait parlé là d'ailleurs, il avait réussi à choper des électeurs de Mélenchon d'un côté et de choper des électeurs de Macron de l'autre, mais pas sur les mêmes sujets. Les électeurs de Macron, c'était plutôt une différenciation sur les sujets nationaux, alors qu'avec LFI, c'était plutôt sur les sujets internationaux. Mais globalement, la stratégie à l'heure actuelle du PS, c'est quand même de se différencier, en tout cas sur la question de la respectabilité et sur le côté, nous au moins on est sérieux, certes on n'est pas d'accord avec le gouvernement, mais quand même on veut pas procurer de l'instabilité. Et ça, tu penses que ça peut marcher électoralement pour un parti socialiste qui renaîtrait de ses cendres sur une gauche plus modérée? Ça dépend sur quel électorat. Je pense que sur la base LFI, ils peuvent pas du tout entendre ce discours-là. Non, mais c'est pas grave ça. Pour le PS, en tout cas, c'est pas grave. Mais globalement, oui, c'est un électorat qui a quand même envie de mesures sociales, mais aussi que les choses soient tranquilles et que l'instabilité, c'est pas quelque chose de positif. Oui, ils peuvent avoir un discours qui s'entend. Après, en dehors d'une potentielle alliance à gauche, moi, je leur donne pas énormément de... Comment dire ? Je vois pas les chances qu'il pourrait avoir à partir tout seul, typiquement sur une élection nationale. Sur une élection nationale et sur une élection au scrutin majoritaire, c'est pour ça qu'il y a aussi la question, et j'ai vu dans le chat que plusieurs personnes en ont parlé, la question de la proportionnelle, dont j'ai pas encore réentendu parler, donc je trouve ça très bizarre d'ailleurs que Bayrou n'ait pas ressorti ce dossier-là qui est pourtant demandé par beaucoup de gens. Effectivement, le PS n'a pas intérêt aujourd'hui à se séparer de la France insoumise. Et
respectivement, la France Insoumise n'a aucun intérêt à se séparer du Parti Socialiste aujourd'hui. Ce serait un suicide collectif. Ah ouais, et c'est ce clair. serait très probablement une victoire du Rassemblement national. Donc c'est pour ça que la fin du NFP, jusqu'à la prochaine élection. Rappelez-vous la NUPES, la fin de la NUPES. C'est tous les 3 matins. Non mais c'était oui, tous c'est les ça. 3 matins. La campagne, tu l'as dit, la campagne européenne, ça a été un cauchemar. Ils se sont hurlés Ouais. dessus. Le lendemain matin, matinale de France Inter, il faut créer un nouveau Front populaire. Hmm. Bah oui, parce qu'ils ont intérêt. Ils savent le faire quand il faut le faire. Oui, eux-mêmes parlent d'alliance électorale, de toute façon, ils se Exactement. mettent d'accord sur un programme, mais là, ils sont tous en train de dire non, mais c'est une alliance électorale, il n'y a pas de sujet sur le fait qu'il y ait des désaccords ensuite, et puis demain, quand il y aura des élections, le problème, c'est aussi, moi, ce qui m'interroge, c'est quel signal ça envoie aux électeurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent le prendre comme un aspect très opportuniste, dans la manière dont on conçoit, dont on voit la politique, c'est-à-dire que, finalement, quand vous voulez être élu et que vous voulez vos places, là, il n'y a pas de problème, vous vous mettez d'accord. En revanche, à d'autres moments politiques, comme ceux-là, où il n'y a pas d'élection, vous êtes incapable de vous mettre autour d'une table et de discuter pour entre guillemets le bien du pays. Et c'est ça aussi, en fait, c'est ça qui est extrêmement dangereux, je trouve, dans ce sujet d'alliance électorale. Surtout, comme tu disais, Léa, ils ont une base de programme commune. Donc, normalement, sur le fond, ils sont d'accord. Mais effectivement, quel signal ça envoie aux gens, au-delà du fait que, d'une part, tu as Macron qui ne respecte pas le résultat des urnes, et donc les gens, ça les incite encore moins à aller voter. Et de l'autre côté, tu as la gauche, en tout cas pour les électeurs de gauche, une gauche qui sait se mettre d'accord, encore une fois, à la veille d'élection et pas le reste du temps. Moi, ça m'inquiète énormément sur, effectivement, ce que ça dit de la politique et ce que ça va encore donner envie aux gens d'aller voter s'il y a des législatives l'an prochain ou même au municipal dans 2 ans, qui est pour les gens l'élection la plus importante, en fait. Et puis, c'est l'élu qui est le plus proche d'eux, finalement. D'autant qu'on est quand même dans une conjoncture qui fait que la gauche, là, concrètement, ne va pas être en mesure de porter des changements concrets. Enfin, là, c'est pas possible. Il n'y a rien qui va passer, quoi. C'est Oui, évident. c'est ça. Enfin, Là, déjà, contextuellement, ça se voyait dans cette assemblée, non. Ouais, voilà. Effectivement. Donc effectivement, ça ne peut que renforcer ce sentiment de vous vous mettez d'accord uniquement pour choper des places, mais la réalité, quand il s'agit de changer concrètement nos vies, qu'est-ce que vous foutez, quoi? Ouais, et puis le PS c'est un peu enorgueilli là d'avoir obtenu de pas avoir la suppression des 4000 postes d'enseignants ou 2 ou 3 choses, mais en fait c'est pas des avancées, l'indexation c'est des juste retraites. qu'ils ont évité des reculs, Ouais, c'est ça. mais ils n'ont rien obtenu, en fait. Ils sont pas dans une position, enfin, ils peuvent un peu dealer, mais en réalité, c'est quand même, la marge de manœuvre est assez ténue, quoi. C'est vrai que ça crée de l'illisibilité quand même, parce que si tu es un électeur, C'est vrai. un citoyen qui suit pas forcément la politique de manière ultra précise, un peu distante, et qui te dit, mais attends, du coup, il censure le gouvernement Barnier. Bon, là, c'est le gouvernement Bayrou, à peu près pareil, avec un budget à peu près pareil, mais là, ils censurent plus. Ouais. Mais par contre, ils vont déposer une motion de censure sur les valeurs qui n'a aucune chance d'être votée, alors qu'ils veulent pas voter celle. Enfin, tu vois, t'as quand même ce côté-là qui peut. Parlons aussi du Rassemblement national. Pourquoi le Rassemblement national ne censure pas Bayrou alors qu'ils ont censuré Barnier ? Là, eux aussi, je me demande quel est leur argument en interne et vis-à-vis de leurs électeurs. D'ailleurs, il paraît qu'en interne, ça fait des remous au sein du groupe du Rassemblement national qui se demandent mais pourquoi on l'a pas censuré, François Bayrou Mais pour la stabilité, eux, le RN, en l'occurrence, ils ont un vrai enjeu d'apparaître comme un parti respectable, respectueux des institutions, qui justement est à l'opposé de ceux qui veulent faire le bordel à l'Assemblée nationale et qui garantissent un bon fonctionnement des institutions. Donc là, globalement, mais je pense qu'ils regardent tout simplement les sondages et ils regardent ce que leur électorat il veut à un moment ou à un autre. Ils vont pas plus loin que ça. Au moment où ils censurent le gouvernement Barnier, ils voient que leur électorat ils veulent la censure. Et d'ailleurs, on l'a su derrière, c'est en fonction de ça. C'est parce qu'il y avait ces sondages-là qu'ils se sont dit « Ok, on ne peut pas ne pas censurer le gouvernement Barnier ». Alors que là, maintenant, leur électorat dit « On a plus besoin de stabilité, là, on n'en peut plus d'avoir un Premier ministre qui change tous les 3 jours. » Donc, là, ils ne sont plus la même... Non, effectivement, tu as raison, c'est la dédiabolisation. C'est toujours la dédiabolisation qui reste le maître mot pour Marine Le Pen. Enfin, quand ça les arrange, parce que les institutions, quand il s'agit de chier dessus, c'est les premiers aussi, notamment l'ordre judiciaire, tu vois. C'est leur, mais effectivement, je faut comprends la quand même stratégie. soulever l'incohérence, quoi. C'est important. Mais je comprends effectivement la stratégie de la dédiabolisation. Il y a un acteur quand même qui a un petit peu disparu de la scène politique dans ce pays, c'est Emmanuel Macron, le président de la République. Ça vous fait marrer, putain. Est-ce que c'est vrai? Le président de la République est très en retrait. Ce qui n'est pas pour nous déplaire, moi le premier d'ailleurs, on a presque l'impression d'avoir un parfum de cohabitation. Non, c'est pas ça une cohabitation, les enfants. Une cohabitation, c'est quand le président de la République et le Premier ministre se détestent. Là, c'est pas le cas. Il n'y a pas de détestation entre les deux hommes. En revanche, il y a une organisation des responsabilités qui est beaucoup plus nette.
où on a un Premier ministre qui est effectivement à la manœuvre, qui s'occupe des choses, et on n'a pas le commentaire d'Emmanuel Macron tous les 2 jours dans la presse, des propos rapportés, des interviews, une omniprésence dans les médias, etc. On a un C'est président vrai. de la République qui se met en retrait, qui nous la joue un peu président allemand ou reine d'Angleterre, c'est-à-dire la vie politique intérieure, tout ça, ça ne me regarde pas, tout ça c'est Monsieur Bayrou qui s'en occupe. Moi je m'occupe de faire des annonces sur le musée du Louvre, ce genre de trucs hyper consensuels, etc. À choisir, très bien, je préfère. Ça s'appelle un régime parlementaire, j'aime bien, moi. Quand le président de la République la fait, Oui, enfin, c'est un régime parlementaire à condition qu'il y ait une véritable cohérence entre la majorité présente à l'Assemblée nationale, ou en tout cas dans la Chambre des représentants, peu importe, et le Premier ministre. Mais Ce là, il n'y n'est a pas de le cas. majorité. Voilà. Mais donc, c'est pas tout à fait, on s'inscrit pas tout à fait dans un véritable régime parlementaire non plus. On ne s'inscrit pas non plus dans un régime présidentiel. À partir du Non, moment où c'est bien les sûr. députés qui peuvent décider en appuyant sur un bouton de faire dégager François Bayrou, c'est bien un régime parlementaire. Oui, mais c'est pas comme s'il y avait non plus une, comment dire, comme tu disais, c'est pas une vraie cohabitation, quoi. Non. Non, c'est pas une vraie cohabitation pour autant. Mais d'ailleurs, les périodes Il de y a pas cohabitation de- ont toujours été des moments de parlementarisme. Donc je sais pas, est-ce que pour vous c'est une tactique? Est-ce qu'il a raison de faire ça? Est-ce que je rappelle qu'Emmanuel Macron n'a pas d'enjeu personnel, il peut pas se représenter à la présidence de la République, donc à quoi il joue, Il est Antoine? démissionnaire. L'enjeu personnel d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron. C'est-à-dire que Oui, le- c'est vrai. Ouais, je- c'est bien mais- résumé, ouais. mais je pense qu'il va revenir à un moment ou à un autre. Et on en parlait, le fait qu'on entende parler d'un référendum, c'est un peu sorti ces derniers Oui, c'est jours. vrai. Je pense qu'il va se remettre sur le devant de la scène à un moment ou à un autre. Ne serait-ce que parce qu'à mon avis, il ne peut pas s'en empêcher. Mm. Et là, il juge certainement que c'est pas le meilleur moment pour lui de s'exposer et qu'il il a compris ce qui s'était passé et que voilà. Mais Peut-être qu'il fait Au demeurant, tu as raison. Tous les présidents de la République ont connu un moment de prise de distance. Je prends de la hauteur, etc. Il faut pas être. Même Nicolas Sarkozy, hein, l'omniprésident, Ouais. l'hyper-président. Même Nicolas Sarkozy, dans Mais les années ce qui est, 2010, il nous avait fait un moment de je prends de la distance et tout. Je laisse le Premier ministre gérer. Mais Macron l'a déjà fait, mais il se concentrait sur les affaires internationales. Mais là, ce qui est surprenant, c'est qu'on l'entend même pas Ouais, sur c'est les vrai. affaires internationales. Oui, c'est vrai. Alors que Alors pourtant, qu'il y a quand franchement, même des occasions. dans le quoi. genre pourfendeur de Trump, etc., pendant le premier mandat de Trump, c'était le premier, Emmanuel Macron, à s'exprimer, Our Planet Great Again, etc. Enfin, il était dans l'opposition à Donald Trump, etc. Et là, tu as raison, je suis d'accord avec toi. Enfin, d'ordinaire, il il se passe fait des ça, dingueries. genre, hop, il va se poser. C'est ce qu'il a fait cet été. Latifa, Emmanuel Macron semblerait tenter de déclencher un référendum. Il l'avait teasé dans son message de les vœux. bonne année. Ouais. Dans les vœux, effectivement, elle a dit qu'il consulterait directement les Français Ouais. sur certains sujets, donc on ne sait pas lesquels. Mais effectivement, moi, je pense juste qu'il est en train de nous, nous préparer une petite tambouille dont il a le secret encore, et on ne sait pas ce que ce sera exactement. Mais effectivement, on a parlé d'un référendum. Le sujet, c'est est-ce qu'il va avoir, l'irresponsabilité ou l'audace de le mettre sur l'immigration? Parce que si Retailleau n'a pas son projet de loi, comme Bayrou lui l'a fait comprendre, on peut se dire que Macron se dit tiens, si on prévoyait un référendum sur ce sujet-là, ou sur, je sais pas, on parlait du modèle social français ou quelque chose. Ça, c'est Gabriel Attal dans sa Bref, rentrée je- qui a ouais, parlé voilà, du modèle enfin- social français par référendum. Je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, que des sujets un Oui, peu non. nébuleux. En plus, franchement, ça prend du temps. Donc, je pense qu'il est en train de peut-être travailler là-dessus, mais ça prend du temps. Au-delà du sujet du référendum, c'est comment est formulée la question, la période de la campagne. Et donc voilà, moi, je pense qu'effectivement, il est en train de nous préparer une petite sauce qui sera encore difficile à avaler. Surprise. Mais Voilà. le sujet du référendum, c'est qu'on n'a pas le sujet finalement. Enfin, c'est Oui, quand même ultra particulier comme manière de faire, parce que d'habitude, tu as un texte où justement tu te demandes comment la population va réagir, et tu te dis est-ce que la meilleure façon c'est de le voter, est-ce que la meilleure façon pour les textes constitutionnels de le faire passer en congrès, ou au contraire de demander à la population. Et tu dis je fais un référendum parce que tu as ce problème-là et que tu as envie d'avoir la population qui répond à une question. Mais là, tu n'as même pas la question. C'est juste, tu peux pas te réveiller un matin en disant tiens, je vais faire des référendums, vous n'avez pas une idée de sujet. Enfin, c'est pas normalement, tu fonctionnes pas de cette manière-là, quoi. Ouais, normalement, le moi- sujet émerge en fait, et on se dit tiens, il y a besoin. il s'impose, Il y a besoin il d'un- émerge tout seul, il y a Ouais, besoin de exactement. Moi, trancher quoi. je pense que. Alors, j'ai pas le sujet du référendum, mais je pense qu'Emmanuel Macron, tactiquement, va vouloir faire un référendum dont la réponse scinde la vie politique française en deux, entre le bloc central et les extrêmes. Je reprends le Ouais. vocable d'Emmanuel Macron. Il va vouloir faire typiquement traité constitutionnel européen. Hmm. Tu as le camp du oui, dans lequel tu as toute la vie politique raisonnable, PS et UMP compris, et le camp du non,
qui, t'as l'extrême droite d'un côté avec le Front National et t'as l'extrême gauche de l'autre côté avec le Parti communiste. Et, Imagine, il la fait un gauche du truc PS sur le et tout. Frexit. Non, mais à mon avis, il va nous dégainer un truc comme ça. Tout est possible. Il va nous dégainer un truc comme ça qui va fracturer la gauche et la droite. Un truc typiquement macronien. Un truc Genre, est-ce que typiquement vous macronien. aimez Jean-Luc Mélenchon, tu sais? Il va nous faire un référendum sur la brutalité dans la vie politique française. Tu vois, il va nous sortir un truc comme ça. Faut-il interdire de crier dans l'hémicycle? Voilà. Allez. Référendum. Ça va bien diviser. ça. En tout cas, tu as raison que sur le sujet du référendum, c'est exactement ce qu'il aurait intérêt à faire, de fracturer de montrer que c'est la même chose, les extrêmes, et que lui, c'est le camp du bien. Après, il cherche aussi une forme de plébiscite, je pense. Bah alors dans ces cas-là, il dirait est-ce que je peux faire un 3e mandat? Oui ou non? Alors, Non, mais je pense que c'est Non, dans mais cette attends, démarche-là, il Latifa a fait De Gaulle, raison. quoi. Latifa a raison sur un truc, c'est que, et moi je ne comprends pas pourquoi, Emmanuel Macron ne ressort pas sa réforme des institutions. Justement sur ce côté prise de hauteur, un truc un peu gaullien, machin, je vous présente un package complet dans lequel il y a la proportionnelle, dans lequel il y a plus de démocratie, dans lequel il y a une forme de référendum d'initiative citoyenne à discuter de la forme, etc. Et puis bon, par ailleurs, il y a aussi le nombre de mandats successifs du président de la Ouais. République. Oui, Et là, ouais, tu en Bah, fais- tu vois, fait, hop là, petit truc là, comme ça. en Vous s'appuyant prenez ou vous sur, prenez pas en s'appuyant sur l'instabilité qu'il a lui-même causée. En Ouais, plus. absolument. C'est typiquement Macron, ça. Il Ouais, c'est pas provoque faux, ouais. des choses et après, il les utilise pour dire ah, mais regardez la situation, il faut qu'on fasse quelque chose. Enfin, vraiment, ouais, c'est. Ouais, il va ressortir sa réforme de 2018. Mais tu fractures pas si tu fais ça. Non, tu fractures pas, ça, c'est vrai. S'il fait ça, en gros, il peut répondre à des attentes qui sont à la fois des propositions du Rassemblement national et des propositions de la France insoumise, et qui seraient du coup les siennes également, sur la proportionnelle, etc. Enfin, donc là, dans ces cas-là, c'est pas forcément ça qui permettrait de recréer son camp autour de ce référendum. En même temps, est-il vraiment nécessaire de fracturer davantage? Enfin, c'est déjà bien. La gauche et la Voilà. droite. Ouais, qu'est-ce qui reste à fracturer? Ouais, c'est ça, qu'est-ce qu'il y a à fracasser Ils le font comme des grands, la gauche, de se Bah ouais, fracturer entre eux. tout le monde se débrouille très très bien. Et la droite dans tout ça, les Républicains s'interrogent quand même sérieusement sur leur soutien à François Bayrou. Ils l'ont dit, hein, le budget de François Bayrou, c'est pas un budget de droite. Ils sont pas d'accord avec ce budget, ça leur va pas du tout. Il y a beaucoup trop de dépenses publiques, pas assez de réformes structurelles, etc. Est-ce que c'est pas Éric Ciotti qui va récolter les fruits de cette colère à droite? J'avais oublié lui, tiens. Bah ouais, mais c'est qui marque des points. T'as vu que Éric Ciotti, il a dégainé une tronçonneuse. Hein? Il a dégainé une tronçonneuse dans une conférence de presse pour faire exactement comme Javier Milei en Argentine. Plaisante. Non, je te jure, il a sorti une tronçonneuse. Alors, comme c'est Éric Ciotti, c'est une tronçonneuse électrique, ce qui fait un peu pitié, je trouve, mais peu importe. Et il s'est coupé. Il a sorti une tronçonneuse. Alors, il l'a pas brandi comme Javier Milei le faisait, etc. Mais il l'a posée sur le côté. Il a dit voilà, conférence de presse sur la gabegie financière de l'État, sur les agences et les comités Théodule. Nous, l'UDR, on propose avec Marine Le Mais Pen. est-ce qu'il va bien? Moi, je m'inquiète Mais- pour lui quand même. Parce que Moi, je m'inquiète pas pour lui parce que j'ai l'impression qu'il fait partie de ceux qui ont percuté Ça va justement pas la fort, vague hein. démagogique et populiste de l'extrême droite qui est en train de déferler sur l'Europe, et il est en train de marquer des points bêtes et méchants avec ce genre de posture débile. c'est chaud. Bah ouais, mais ça cartonne. J'en peux plus. Ça marche super bien parce que la stratégie des diabolisations de Marine Le Pen, la stratégie de la cravate, le fait d'apparaître bien poli, etc. Ouais. Est-ce que ça satisfait une partie de l'électorat qui est en recherche de radicalité et de rupture et qui préférait peut-être Jean-Marie Le Pen? Tu vois, Mais ils sont fidèles, ces électeurs-là. C'est-à-dire Oui, que c'est vrai. je suis d'accord que globalement, ils préféraient certainement le discours de Le Pen père parce que c'était plus radical, etc. Mais néanmoins, tu regardes, lors de la dernière présidentielle, tu avais Zemmour qui, là, pour porter un discours encore plus radical que Le Pen, pendant un moment, on disait il va écraser Le Pen parce que justement, ça correspond mieux aux aspirations de cette frange radicale, encore plus radicale de la population. Mais dans les faits, elle a quand même réussi à largement battre Zemmour. Donc, il y a cette fidélité au Rassemblement national, même chez des personnes qui aimeraient certainement que ce soit encore un petit peu plus radical. C'est pas mal déjà. Hein. Peut toujours mieux faire. non, Ah, je peux c'est toujours quand le même faire. chaud, quoi. Oui, Non, mais ça, c'est vrai. Mais en même temps, pour revenir à Ciotti... non, mais vrai revenons question, à Ciotti, quoi. revenons à Ciotti. Non, mais Faut revenons toujours à revenir à Ciotti. Ciotti. Je veux dire, quel est son avenir politique, ce cher bonhomme? Déjà, est-ce qu'il a mis des choses sur son bureau, à part la tronçonneuse? Parce que la dernière fois qu'on avait vu une photo de son bureau, c'était bien vide quand même. Et quand il était retranché Ouais, dans le il bureau retranché, de- qu'il y avait rien Ouais. du tout, qui voulait montrer qu'il était bien à la manœuvre et que son bureau était tout vide. Mais est-ce qu'il a pris une tronçonneuse plutôt pour se protéger des assauts des autres Des assauts républicains des autres. Non, mais moi je pense que Éric Ciotti va très bien, qu'il s'est émancipé des Républicains, qu'il est maintenant un allié de Marine Le Pen et qu'il veut jouer un rôle central dans un futur gouvernement Bardella. Et je pense qu'un Éric Ciotti, t'as matière à en faire un ministre de l'Intérieur. Ah bah, ouais.
Franchement, je sais pas. Alors, ce qu'on veut. son groupe est pas énorme. Hein. Je rappelle, Honnêtement. l'UDR, l'Union des droites pour la République, le groupe parlementaire d'Éric Ciotti, c'est 16 députés. À un moment Que dalle. donné, Mais va falloir qu'on se pose la question de notre karma collectif. Genre, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là, quoi. Ouais, là, Mais on franchement, mérite pas ça, quoi. Genre, mais c'est t'as ça et ça. Et puis sur la vague d'extrême droite qui déferle sur l'Europe, j'en parlais au téléphone avec Usul, on disait qu'en fait on va arriver à un moment où l'union de la gauche ne sera pas suffisante, il va falloir faire union avec les macronistes. Usul, il a dit ça. En fait, il y a un moment où... C'est-à-dire que les picadilles des histoires de plus jamais PS ou pas plus jamais PS, en fait, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est si t'as Jordan Bardella qui a 45% des députés dans l'Assemblée, tu fais quoi ? Tu Tu fais une alliance avec les macronistes et toute la gauche. Parce que t'as pas le choix. Oui. Tu fais un front républicain. Sauf les macronistes qui vont aller faire alliance avec Bardella. Ceux-là, ils iront avec Bardella. Mais en même temps, en faisant ça, si tu veux, si les seules propositions de ce qui n'est pas le Rassemblement national, c'est de battre le Rassemblement national, quoi qu'il en coûte, pour reprendre des paroles de quelqu'un, tu proposes rien, et en plus, tu es vraiment complètement dans l'argumentaire du Rassemblement national, qui est de dire, finalement, à l'époque, c'était UMPS, mais maintenant, ce seraient tous les mêmes, etc. Donc, globalement... C'est déjà l'argumentaire du Rassemblement national Ouais. qui le répète à l'envi en disant la gauche fait semblant d'être anti-macroniste, mais dès qu'il s'agit de voter pour Emmanuel Macron au second tour, ils le font à chaque fois. La gauche, alors vos bonnes leçons d'antimacronisme, etc., vous êtes les alliés objectifs du macronisme. Ça, c'est l'argumentaire du RN, et ils le sortent à chaque motion de censure, en répétant à l'envi que la seule alternative, c'est Marine Le Pen, et que c'est à cause de la gauche si Macron est au pouvoir. En attendant, si aujourd'hui Bayrou est encore Premier ministre, c'est aussi grâce au RN. En partie. En Bon. partie. Ouais. Ils sont pas cohérents, ces gens-là. Non, mais c'est pour ça que l'accusation d'être allié Merde. objectif de l'autre... Mais en plus, les insoumis aussi sont à chaque fois accusés de faire le jeu objectif du Rassemblement national, puisqu'ils votent les mêmes motions de censure ensemble. Surtout que tout le monde fait le jeu de tout le monde. Non, mais tout le monde fait le jeu de tout le monde à manière ou chaque d'une fois, c'est qu'il y a un moment, ça devient lourd comme argument. Genre, soit on décide une fois pour toutes que c'est de la merde et on arrête de l'utiliser, soit on continue à le faire à géométrie variable en fonction de qui on aime et qui on n'aime pas dans le paysage politique. autre. Les scénarios catastrophes, là. Ouais. Doucement. On peut recommencer le quiz à la con, s'il vous plaît, sur les catastrophes. C'est vachement bien. Alors, doucement sur les catastrophes. Je suis en postpartum, ok? Doucement. Tranquille.